Bonjour, je m'appelle Jérémy Moin, je suis fondateur de l'association Les Fils d'Apollon, je suis aussi, comment on dit, formateur, consultant et praticien en hypnose. Je suis issu du milieu militaire et je suis ici pour vous présenter l'utilisation de l'hypnose au sein et en implémentation d'une simulation dans la préparation et la prévention au stress post-traumatique. Dans ce qu'on va aborder, déjà j'ai une question. Déjà, qui a déjà entendu parler de l'hypnose? C'est normal, c'est à la mode. Quel est le premier mot qui vous vient en tête lorsque l'on parle d'hypnose? Là, comme ça, sans réfléchir. Hein? Détente? Comment? J'ai pas entendu. Freud? Oui, pourquoi pas. Relaxation? Désadaptation. Désadaptation? Bloc opératoire. Ah, c'est original, très bien. Ok, bon, détente, relaxation, tout ça. Là, vous oubliez. J'oublie de suite, c'est ce que vous attendiez sur cette présentation, c'est mort. Voilà, désolé. On va voir ça ensemble. Dirigeons-nous d'abord sur le stress post-traumatique. Un témoignage tiré d'un magazine 3-4 de magazine de guerre de Pierre, 80 ans, qui a vécu la guerre d'Algérie. J'ai vu des blessés qui hurlaient. Je n'étais pas préparé à voir tout cela. Depuis, j'y pense toujours. J'avais 19 ans. On m'a volé ma jeunesse. Quand je fais ça, ça veut dire que je vous laisse mariner. Et je passe à la seconde. Deuxième témoignage, Benjamin, 25 ans, intervenant sur Barkhane. Donc l'opération extérieure actuelle sur toute la bande sahélo-saharienne, touchant donc le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Je savais que j'étais un soldat, mais je ne m'attendais pas à me faire attaquer et à avoir cette peur de la mort. Je vois des potes qui n'ont jamais été traumatisés. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi moi et les autres non? À l'été 2014, ouverture de l'opération Barkhane, en moyenne 5% des prises en charge médicales sur militaires français étaient un acte psychiatrique de rôle 1, 2 ou 3. C'est-à-dire soit une prise en charge immédiate sur le terrain, soit en poste médical avancé, soit en poste médical spécialisé, mais toujours sur une opération extérieure. 5%, ça peut paraître peu comme ça, mais c'est énorme. À titre d'information, Salmon, le docteur Salmon, lors de la Deuxième Guerre mondiale, avait évalué le taux de personnel atteint de stress post-traumatique ou de traumatisme nécessitant une prise en charge psychiatrique à 14 pour 1000, soit 1,4%. Et là, nous n'étions pas, à l'été 2014, dans un contexte actif traumatique. C'est-à-dire que les vecteurs traumatiques représentés en 2014 n'étaient pas aussi élevés que ceux qu'on a retrouvés avant, sur les phases en Afghanistan, de 2008 à 2012, ou qu'on a retrouvés après, entre 2016 et 2018, au sein du Mali. Ça va? Chouette. Pourquoi moi et pas les autres? Si on reprend Benjamin, d'après vous, pourquoi moi et pas les autres? Après tout, certains sont plus jeunes, ont vécu moins d'expérience, d'autres sont plus âgés, ont vécu plus d'expérience. Qu'est-ce qui fait la différence? Personnalité. Personnalité? Ils n'en parlent pas? Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas affectés? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui ferait la différence? La situation personnelle avant la mise en... Par exemple. Un divorce. Très bien, ça ferait quoi? Ça augmenterait l'impact de toutes les émotions négatives. J'ai aucune idée de ce que je dis. Oui, ça pourrait venir modifier le contexte émotionnel du sujet par rapport au fait qu'il va devoir être dans un contexte de guerre, un contexte environnemental stressant, alors qu'il est déjà stressé avant de partir. Pourquoi pas? Quoi d'autre? Une représentation mentale. Bien. Et si simplement, ce n'était pas l'événement qui nous traumatise, mais la manière qu'on aura eu de l'intégrer. La notion d'interprétation, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était ce matin, Madame la docteure Simonetti, si je ne me trompe pas, qui disait que que seulement 10% de ce que l'on se représentait dans nos mémoires était de la réalité et 90% était de l'interprétation. Vous étiez là ce matin? C'est bien qui a dit ça, il me semble. Si on part de ce principe, est-ce que du coup, c'est l'événement et la gravité que l'on pose sur l'événement que l'on a vécu qui va venir traumatiser les gens, ou est-ce que c'est la manière qu'ils ont eue de l'intégrer? Par exemple, moi, militaire, chasseur alpin, j'ai dû faire face à des situations qui, peut-être pour vous, seraient extrêmement traumatisantes, pour autant dont elle était pour moi, alors que j'ai eu la préparation
d'un chasseur alpin et la préparation médicale nécessaire à pouvoir intervenir en zone de guerre pour sauver mes camarades. L'intégration cognitive dont j'ai pu bénéficier en préphase de projection n'est pas la même que celle du psychologue qui va me recevoir en post-phase projectionnelle pour dépister un possible traumatisme. Ça va? Moi, je ne suis pas médecin, donc je n'utilise pas les gros termes, je suis désolé, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Est-ce que ça va pour l'instant? Génial. La question qu'on s'est posée avec mon équipe, c'est comment préparer les professionnels et les personnels de la santé, de l'urgence et de la défense plus efficacement aux influences du terrain. Si on part du principe que ce n'est plus le terrain en soi et l'expérience en soi que l'on va vivre, qui est marquante et traumatisante, mais la façon qu'on aurait eu de l'intégrer ou d'y être préparé, qui va nous permettre, oui ou non, d'y être touché, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place en préphase, et notamment au sein d'une simulation et d'une préparation, pour pouvoir préparer les combattants, préparer les soignants, préparer les médecins à des situations à fort potentiel traumatique, à pouvoir y faire face. Attends, on va y venir. La simulation comme outil de préparation opérationnelle, oui, mais la simulation, c'est fantastique. Tout le monde en parle aujourd'hui, c'est en pleine mouvance, c'est en train d'exploser au sein des centres de formation, et notamment des formations spécifiques. Pourquoi? Pourquoi c'est si fantastique? On recrée un environnement simulé, de manière sécurisée, qui nous permet de travailler sur des tâches techniques et relationnelles spécifiques à un milieu simulé. Ça va? Chouette. Quelles sont les limites d'une simulation? Que la simulation soit tellement réaliste qu'elle recrée des stress quasiment pré-traumatiques. Qu'est-ce qui fait le traumatisme? La différence par rapport au quotidien. Et est-ce que c'est la situation en soi qui va être traumatisante ou la manière qu'on aurait de le vivre? Je vais vous donner un indice. On est un petit peu fun, on est en fin de journée, ça va être sympathique. Si on prend par exemple les praticiens de sadomasochisme, oui, on va décrocher tout ça, on n'est pas nombreux, c'est ça. Vous prenez quelqu'un qui a tendance à être dominé, qui apprécie être fouetté. Est-ce qu'il va tout le temps aimer être fouetté? Non, et pourtant il a l'habitude. D'accord? Mais il se fait fouetter dans un contexte spécifique, dans un rapport intime, face à un rapport de domination spécifique, avec quelqu'un en qui il a confiance. Donc il y a une notion de contexte, une question relationnelle, une question émotionnelle, qui permet de pouvoir créer un terrain propice à une activité spécifique qui va être bénéfique pour le sujet. Si par contre vous prenez la même personne, que vous mettez en place publique, dans certains pays ça se fait encore, et qui va être fouetté en réprimande à quelque chose qui n'était pas loyal ou légal. En gros, vous allez le punir. Est-ce qu'il va apprécier être fouetté de la même manière? Absolument pas. Parce que là, le contexte environnemental, le contexte émotionnel, le contexte psychologique et psychosocial seront différents. Ça va? Chouette. En simulation, c'est la même chose. On recrée un contexte simulé, mais on le recrée sur des bases objectives qui ne permettent pas de pouvoir recréer le contexte émotionnel nécessaire à pouvoir coller à la réalité. Et donc le sujet est certes préparé à restituer des gestes techniques, des gestes relationnels, des réflexes relationnels, ce qu'on appelle nous le drill par exemple à l'armée, c'est le fait de répéter plusieurs fois les mêmes gestes jusqu'à ce qu'ils soient automatisés pour qu'on puisse les restituer sur le terrain, mais qui ne correspondent pas forcément au même contexte émotionnel que l'on retrouvera sur le terrain. Donc, en soi, on pourrait, si on avait une zone de pré-briefing et de débriefing spécifique à un élément qui, dans les faits, pourrait paraître traumatique, mais qui nous permettrait de pouvoir préparer le sujet à ce qu'il va vivre, lui permettre de se focaliser sur tous les éléments et toutes les ressources qu'il va mettre en place pour pouvoir subvenir aux besoins, et qu'on puisse débriefer sur ces choses-là de manière cognitive après, eh bien, la personne, en soi, pourrait être bien mieux préparée à l'événement. C'est ce qu'on a essayé de reproduire avec l'hypnose. L'hypnose en simulation opérationnelle, le but, c'est d'aller vers une immersion dans le contexte de l'exercice. Excusez-moi, il y a une petite erreur sur le diapo. C'est-à-dire que l'on va prendre
un des éléments, et souvent, c'est l'enquête qui nous a emmené à le faire, enfin les expérimentations qu'on a mis en place qui nous ont permis de se diriger plutôt vers ça. On va essayer de prendre le patient standardisé et de le mettre dans l'état émotionnel qui va permettre de créer la totalité du réalisme émotionnel et du contexte émotionnel nécessaire à créer une réaction adaptative, une réaction de stress adaptatif, de l'évaluer et du facilitateur lors de la mise en simulation. Est-ce que j'étais assez clair? Ouais. En prévention de stress. En prévention du stress, c'est-à-dire qu'on va venir intégrer en lui la totalité d'un phénomène pré-briefé puis débriefé dans un milieu toujours sécurisé, mais avec une empreinte émotionnelle supplémentaire à ce que l'on a d'habitude et qui va coller exactement comme à une véritable expérience qu'il aurait pu mener sur le terrain. Pour être plus clair, on va prendre notre patient, on va lui coller tous les postiches et tous les grimages nécessaires à ce qu'on puisse lui simuler des blessures, et on va utiliser la totalité de ses mémoires, de ses picots, comme disait la docteure Simonetti ce matin, qui vont permettre de lui faire vivre émotionnellement les douleurs, le contexte du désert, le contexte de stress opérationnel, le contexte de fatigue qu'il aurait vécu réellement en opération. Et tout ça, il est bien sûr volontaire, et il est bien sûr averti lors du pré-briefing de tout ce qu'il va vivre. Hein, on ne fait pas ça comme des barbares non plus. D'accord? Salut, tu veux faire une expérimentation? Je te préviens, ça va être costaud. Dehors. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça va? L'objectif, c'est de pouvoir, en plus de la stimulation technique et la stimulation sociale que l'on a d'habitude dans les simulations, de créer une stimulation émotionnelle qui va pouvoir être intégrée au niveau du thalamus, donc dans toutes les pièces et dans tous les petits picots qui nous permettent de rassembler le puzzle au niveau de nos noyaux gris, et de pouvoir permettre en communicationnel à mon sujet, donc en réintégration cognitive, une restitution d'un savoir technique, ça on l'avait déjà dans la simulation, au profit d'un cadre social et relationnel, ça on l'avait déjà dans la simulation, mais contextualisé à un environnement émotionnel adéquat, qui correspondra vraiment aux situations qu'il va rencontrer. Ça va? J'ai perdu personne pour l'instant? L'hypnose en simulation opérationnelle, on a mené au sein des armées 15 immersions contextuelles. 8 de mémoire. Ouais, c'est ça. 8 sur des sujets issus de régiments conventionnels, 2 issus du GIGN, 3 issus de groupements commando et 2 issus des forces spéciales. Au total, 203 personnes ont été impliquées sur ces tests-là. 6,5% étaient des patients standardisés en immersion mentale contextuelle, c'est-à-dire sous hypnose, tel que je viens de vous l'expliquer. 12,9% étaient les secouristes en pleine conscience qui sont intervenus sur les blessés dans le contexte de leur formation SC2, secouristes au combat niveau 2. Et 80,6% étaient observateurs, c'est-à-dire qu'ils étaient là en tant qu'observateurs de la scène, soit en tant qu'apprenants, soit en tant que formateurs. Ça va? À la fin, on a simplement posé toujours les mêmes questions. On a demandé si l'événement avait été choquant pour les apprenants, utile, s'ils en avaient tiré un apprentissage, si ça avait ajouté du réalisme, s'ils seraient prêts à réitérer l'expérience et si ça avait eu un impact sur leur pratique. Tel que vous pouvez voir au niveau des résultats qui sont très subjectifs, que l'on a pu avoir, aucun des patients standardisés, donc sous hypnose, et qui ont vraiment vécu tout ce que je viens de vous expliquer, n'ont trouvé ça choquant. A contrario, par contre, les observateurs, vous voyez qu'ils sont bien plus nombreux. Par contre, la totalité des patients standardisés, 100% des patients standardisés ont trouvé ça utile, en ont tiré un apprentissage, ont trouvé que ça ajoutait du réalisme à ce qu'ils ont vécu, forcément, et ont ressenti un impact dans leur pratique en tant que secouristes ou en tant que combattants. Les évalués, même chose. On voit qu'il y a un fort taux d'évalués qui en ont tiré un apprentissage, qui ont trouvé ça utile, qui seraient prêts à réitérer l'expérience et pour qui ils ont ressenti un impact dans leur pratique significatif. À titre d'exemple, Paul, 23 ans, militaire. Je n'étais jamais parti en OPEX encore lorsque j'ai vécu cet exercice sous hypnose. Je ne pensais pas que ce serait si près de la réalité. Mais lorsque j'ai été blessé en mission 6 mois plus tard, cette expérience m'a permis d'avoir la force de me relever.
Autre exemple, Emma, 21 ans, militaire. Lorsque je suis passé en simulation sur Paul, qui était sous hypnose, ça n'avait rien à voir avec les autres simulations. Je n'avais pas réalisé à quel point ce travail pouvait être difficile émotionnellement. Quand je suis passé, j'étais paniqué. Je pensais en avoir été incapable. Et pourtant, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est cet exercice qui m'a fait réaliser ma vocation, être secouriste en milieu hostile. Je me rappelle encore d'Emma et de son passage. Je dois avoir la vidéo quelque part. C'était une jeune personnelle qui avait 19 ans à l'époque, qui n'avait jamais rien vécu de violent ni de traumatisant, qui n'avait jamais vu une goutte de sang, qui est arrivée en stage, le stage dure 5 semaines, sans difficulté particulière et en prenant à la légère la totalité des simulations telles qu'en tant que jeune militaire, on peut les prendre au bout de 5 semaines de formation. C'est-à-dire que forcément, quand c'est certains camarades qui passent, on a plutôt tendance à se laisser aller, à rigoler, à se détacher de la situation. Qui a déjà passé en simulation ici? Même en tant que peut-être facilitateur ou en tant que patient, enfin que personnel évalué, est-ce que vous êtes complètement dans l'expérience? Ou est-ce que vous avez toujours ce sentiment de se dire « Ouais, je suis stressé parce que j'ai quand même envie de réussir mon évaluation ». Qui a déjà ressenti ça? Ou un peu les deux? Il y a souvent deux phases, les 2-3 premières minutes, on est encore dans l'optique de se dire oui, je suis en évaluation, et puis il y a un chiffre à un moment donné où on est complètement dans la situation et on oublie que c'est une évaluation et on est avec le patient, et là on est vraiment dedans. Et bien là, dans cette activité-là, on a pu voir un changement radical du comportement d'Emma qui s'est retrouvée face à un patient et face aux notions d'urgence, de rapidité d'intervention et de justesse d'intervention par rapport aux gestes techniques qu'elle avait assimilés durant 5 semaines et qui devaient être ici remis en place dans un contexte procédural en prenant en compte la totalité des éléments relationnels qui permettent de les faciliter face à une victime agitée. Elle était effectivement paniquée, on voyait des gestes qui pouvaient être apparentés à du stress dépassé. On a fait attention sur la courbe de Yerkes-Danson à rester dans les phases d'attention maximale en gérant le flot émotionnel qui était présent chez notre patient standardisé sous hypnose. C'est-à-dire qu'on a une capacité de jauge et de contrôle sur l'événement qu'il est en train de vivre sous hypnose, de façon à diminuer la charge émotionnelle. Et on a permis comme ça à Emma de pouvoir pousser ses compétences techniques et relationnelles au maximum de ce qu'elle pouvait donner dans ces phases intrinsèques et extrinsèques, de façon à pousser au maximum sa zone de confort, à ses limites, et à pouvoir se rendre compte en débriefing des compétences non conscientisées qu'elle pouvait avoir et de ce qu'elle pouvait donc mettre en place. Ça va? Louis, je fais partie d'un régiment parachutiste et on m'a appris à cacher mes émotions, à ne pas être faible. Après être passé comme patient standardisé, c'est moi qui l'ai marqué parce qu'il marqué autre chose, sous hypnose, je pense que c'est une erreur. Au lieu de fuir ce que l'on est, il vaut mieux l'affronter. Ça fout un coup de dire, on prend une claque à l'ego. Mais après avoir appelé ma mère comme si j'allais mourir sur un exercice où je ressentais tout, je me sens bien mieux préparé à ce que je risque là-bas. Merci. J'avais prévu une vidéo, mais je crois qu'elle ne passera pas parce qu'on n'a pas de connexion internet ici. Ça, c'est important. C'est vrai que dans certains régiments, autant nous en troupe de montagne, c'est pas tellement le cas, parce qu'on a une notion d'esprit de cordée et d'humilité qui nous est apportée dans notre pratique. Mais c'est vrai que dans d'autres régiments, d'en avoir discuté avec d'autres camarades, il y a aussi ce culte de l'invincibilité, ce culte de l'extraordinaire, qui est encore bien mené, notamment chez les parachutistes et chez les forces spéciales. Et vivre une expérience comme celle-ci, alors qu'ils pensaient pouvoir la contrôler, et justement ne pas rentrer dans l'expérience, pouvoir contrôler sa douleur, et la vivre pleinement, et se rendre compte qu'il pouvait en ressortir, ça a été une expérience marquante pour lui, et qu'on peut rattacher peut-être à un traumatisme. Mais quelle est la place du traumatisme quand il peut apporter au sujet lui-même des apprentissages qui vont le tirer vers une résilience, et donc vers des protections spécifiques à ce qu'il pourrait revivre? Voilà. Comme je dis, je ne suis pas médecin, je n'ai pas les réponses aux questions que je pose, mais ce qui m'intéresserait, c'est justement de pouvoir les creuser avec des gens qui ont les compétences et les capacités à pouvoir le faire. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Quel type d'hypnose vous utilisez? C'est l'hypnose ericksonienne? Alors, aujourd'hui l'hypnose est non réglementée, ça tout le monde le sait, et surtout il y a beaucoup de noms qui sont positionnés sur l'hypnose. On entendra beaucoup parler d'hypnose intégrative, d'hypnose hellmanienne, d'hypnose ericksonienne. Si on reprend tous ces principes, la seule différence qu'il y a entre chacune, c'est les notions stratégiques que l'on utilise pour pouvoir se tourner vers le patient. Si je devais me classifier dans l'une de ces approches, ce serait plus une approche ericksonienne, dans le sens pur
d'Erikson, c'est-à-dire tel que ce qu'il le propose par exemple dans son ouvrage L'homme de février, pas telle qu'elle est enseignée aujourd'hui au XXIe siècle, où elle est extrêmement popularisée et simplifiée. Pour moi, une formation en hypnose, elle doit être maintenue sur minimum 3 ans, avec des notions de neurophysiologie, des notions de psychologie sociale. Et il n'est pas possible de pouvoir sortir de ça. Parce qu'une technique d'hypnose, en soi, c'est comme un tournevis à tête interchangeable. Si vous ne savez pas quelle tête saisir et comment tourner dans la bonne vis, ça ne fonctionnera jamais. Voilà. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de vous présenter? Oui. Oui, le temps que vous mettez pour pratiquer de l'hypnose pour un patient simulé. Pour plonger le patient standardisé sous hypnose, ça peut aller extrêmement vite. Les délais préparatoires nécessaires vont dépendre encore une fois d'éléments spécifiques et d'éléments variables dont on parlera demain sur les 2 ateliers que je tiens l'après-midi, où on ira voir en détail toutes les notions techniques pour pouvoir permettre de créer une immersion contextuelle et tous les facteurs qui sont nécessaires à pouvoir plonger quelqu'un sous hypnose. Je n'aurai pas la prétention de vous apprendre à faire de l'hypnose demain. Je ne sais pas s'il y en a qui sont inscrits à l'atelier demain. Pour ceux qui sont inscrits à l'atelier ou pour ceux qui s'y inscriront, je vous montrerai et je vous initierai à l'utilisation de l'hypnose et à sa complexité. Et nous serons amenés à faire une démonstration si cela fonctionne et si les conditions y sont rassemblées, en collaboration avec le grimage, l'atelier grimage, qui nous préparera une victime que l'on plongera sous immersion mentale contextuelle. De façon à ce que vous puissiez voir de fait ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Oui, une question. Cette technique d'hypnose, elle est utilisée sur un seul individu ou alors parce qu'on a des simulations qu'on va faire en équipe? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y en a qu'un qui est sous l'effet de l'hypnose ou est-ce que ça peut être le groupe pour une simulation pluridisciplinaire par exemple? Question très pertinente. Tout le monde a entendu? Non? Si vous pouvez répéter plus fort, oui. En fait, l'hypnose qui est proposée là, c'est à titre individuel. Or, les simulations, elles peuvent être faites à titre individuel pour améliorer les performances, par exemple techniques ou pas. Mais nombreuses performances sont en fait d'équipe. Et les simulations doivent être faites en équipe pour notamment l'interaction entre les différents intervenants de la simulation. Est-ce qu'il est possible de faire une hypnose sur tous en même temps? Tout va dépendre du contexte dans lequel vous allez l'utiliser. Dans les 15 expérimentations menées telles que je vous l'ai montré, nous l'avons utilisé sur les patients standardisés. Dans d'autres expérimentations que j'ai menées à titre personnel avant, dans ces phases d'expérimentation-là, qui sont plus travaillées et qui étaient en collaboration avec une équipe, je l'ai utilisé sur les évalués et les patients standardisés. Il s'avérait qu'en fait c'était inutile, parce qu'il était plus intéressant de voir les manières qu'avaient d'interagir les évalués de manière cognitive et en pleine conscience face à un patient qu'il jugeait dans la communication émotionnelle qu'il donnait au même titre qu'une véritable victime. Et c'est ça qui était le plus marquant, quelque part, et aussi le plus vecteur d'apprentissage pour les évalués. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Ayane? Oui, j'ai répondu. Absolument. D'autres questions? Oui. J'entends qu'il y a une équipe derrière qui réfléchit, en fait, je vais prendre le terme de simulation, on a une espèce de scénario émotionnel, on va mettre une couleur, entre guillemets, à laquelle on veut l'exposer, parce que bon, on a les émotions, une victime, il y en a 3 millions. Exactement. Alors l'objectif, c'est pas de simuler une émotion, c'est bien de simuler un contexte qui va créer une émotion. On n'est pas là pour suggérer l'émotion au sujet qui est mis sous hypnose. Là, l'objectif, c'est de vraiment pouvoir créer tout un contexte, une architecture mentale dans laquelle il va être complètement associé. Il va répondre exactement de la même manière comme s'il se trouvait au milieu du désert, par exemple. Et à partir de là, le reste de l'équipe qui va intervenir dessus construira toute sa construction d'adaptation au stress qui est ressenti et à la douleur qui est ressentie par le patient standardisé, de façon à pouvoir répondre à cela. Donc on peut faire une hypothèse si on prend une deuxième patient standardisé, donc ce que vous avez construit, c'est le scénario. L'environnement, j'ai compris. C'est ça. Et vous créez une nouvelle, une deuxième patient standardisé, deuxième charge émotionnelle, on va dire. Et il réagira peut-être pas du tout de la même manière. Sur les 15 que l'on a utilisés, certains interagissaient de manière complètement introvertie, avaient tendance à se prostraire, à se mettre en position fétale, à aller toucher leurs blessures, mais de manière très douce.
D'autres, au contraire, étaient très extravertis, exprimaient énormément leur douleur, avaient tendance à se contracter, à se tendre et à rejeter tout geste de soin qui représentait une trop grosse douleur pour eux, par exemple. Donc la réaction est propre à l'individu en fonction de ce qu'il vit émotionnellement, et c'est là qu'on retrouve toute la subjectivité des interventions et la malléabilité et l'adaptation dont doit faire preuve le secouriste ou le soignant à la situation en cas réel. Il me semble que ce que tu dis rejoint un peu les Cyrulnik, Boris Cyrulnik, qui a théorisé sur la résilience. Bon, il a une vie personnelle extrêmement traumatisante quant à son enfance. Il a perdu ses deux parents très tôt, il avait 6 ou 7 ans, dans des circonstances dramatiques. Et bon, il a écrit de ce fait là-dessus, et il a beaucoup d'exemples de personnes qui ont été extrêmement traumatisées, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui sont allés dans les camps de concentration, etc., et qui ont su être résilients. Et effectivement, le moteur, c'est comment la situation a été vécue. Elle a pu être vécue relativement de manière heureuse par un enfant qui ne s'est pas rendu compte de la gravité de la situation, de la perte de ses parents, etc. Et les gens qui se font un monde intérieur particulier développent une résilience et ils peuvent effacer quasiment un traumatisme. C'est une note un peu optimiste quand on a été traumatisé. Donc là, c'est après pour se reconstruire. Mais là, bon, ça peut être peut-être de la prévention avant un événement dramatique. Le principe de recherche que j'ai posé ici, effectivement, était dans la notion de prévention. De quelle manière nous pouvons prévenir et prévoir des éléments potentiellement à charge traumatique qui pourraient être plus vecteurs de traumatisme chez un sujet. Mais effectivement, j'utilise aussi l'hypnose, moi, personnellement, sur des patients atteints de stress post-traumatique, notamment des militaires, dans le cadre, cette fois-ci, non plus d'une prévention, mais d'un accompagnement vers une résilience, et sans utiliser les techniques qui sont conventionnelles, mais plutôt en allant essayer de cibler l'origine du traumatisme et la manière dont il l'a vécu, pour aller moduler et adapter une nouvelle filiation de conséquences dans les choix qu'il pouvait faire, et un nouveau positionnement face aux vecteurs traumatiques, plutôt que de trouver des solutions aux différents symptômes et aux différentes filiations qui ont été conséquences du traumatisme. Oui. Par rapport à l'identification des personnes victimes de stress post-traumatique, du coup, est-ce que quand vous faites ce genre d'activité, est-ce que les personnes viennent d'elles-mêmes en se disant en stress post-traumatique, ou est-ce qu'elles passent par, je sais pas, une neuropsychologue qui identifie le stress post-traumatique? Parce que j'ai l'impression que, moi je suis belge, en Belgique, à l'hôpital militaire, j'ai contact avec une personne qui fait un travail justement sur le stress post-traumatique, et elle disait que c'était très difficile d'avoir les participants parce que au niveau des militaires, c'est encore très stigmatisant de se définir en stress post-traumatique, et donc elle a vraiment du mal à trouver des participants. On part un peu en digression là, mais je vais juste répondre très rapidement à ta question. Si on reprend les paroles de B.C. van der Kolk, le trouble de stress post-traumatique, le TSPT, est un syndrome de présentification. En soi, si on reprend les termes de la docteure Simonetti ce matin, il y a des informations comme le LALA, auxquelles vous n'êtes pas du tout habitué à voir et qui vont complètement passer outre votre cognition. C'est-à-dire que vous n'allez pas les interpréter, vous n'allez pas les intégrer consciemment. Pour autant, le stimulus sensoriel, la vue que vous avez portée sur cet élément, s'y est bien porté. Vous l'avez vu quelque part, même si vous n'y avez pas porté attention. C'est-à-dire que vos éléments de vigilance n'ont pas jugé bon de porter attention à ces éléments-là. Mais l'information sensorielle, elle, est bien arrivée. Dans le cas des troubles de stress post-traumatique, et c'est nos hypothèses sur notamment les questions de comportement des soldats atteints de stress post-traumatique et du coup de nos techniques et de nos stratégies de résilience dans l'accompagnement qu'on leur porte, c'est de partir du principe qu'ils n'ont pas conscience de l'élément sensoriel qui est vecteur de leur comportement à risque. Ce qui peut provoquer deux choses. Soit ce qu'on retrouve le plus souvent, une hypervigilance, parce qu'ils sont tout le temps en recherche de l'élément qui pourrait provoquer leur stress aigu, leur crise de stress aigu. Soit des éléments de dépersonnification qui font qu'à terme, ils ne se sentiront plus
dans leur univers des réalisations, où ils ne se sentiront simplement plus eux-mêmes. Une part d'eux-mêmes est morte, c'est souvent ce qu'ils disent, et ils sont à nouveau eux-mêmes. Et c'est normal d'être comme ça. S'ils jugent que c'est normal d'être comme ça, pourquoi ils viendraient se faire traiter? Le temps moyen à l'association pour prendre en charge des militaires atteints de stress post-traumatique, il faut 2 ans en moyenne, entre le premier contact qu'ils prennent avec nous et le temps nécessaire à ce qu'ils fassent le pas pour venir se faire accompagner. On ne les presse pas, on ne les oblige pas, on ne les relance pas, on les laisse faire. Parce que ça fait partie, pour nous, en tout cas, dans les recherches qu'on a fait, du processus d'acceptation et surtout du processus de cognition, de se rendre compte consciemment de ce qui nous arrive. Très souvent, d'ailleurs, c'est les conjoints qui nous les envoient, donc qui arrivent à leur faire réaliser. C'est pas les équipes médicales qui vous les envoient? Alors, si, on a une équipe médicale maintenant au sein de l'association, on a un médecin, on cherche un psychiatre, si jamais il y a des psychiatres dans la salle. Madame Pietre. On cherche des psychiatres dans la salle au cas où. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir proposer gratuitement une prise en charge complète et pluridisciplinaire. Psychiatre, psychologue, médecin, hypno, ergo, toutes les personnes qui peuvent rentrer techniquement ou médicalement dans l'accompagnement vers une résilience du combattant, non plus simplement dans les symptômes et dans les signes qui sont présentables, comme l'hyperanxiété ou l'hypervigilance ou la dépersonnification, qui sont traités à coup de médicaments ou à coup d'exercices comme le MDR, comme la cohérence cardiaque, qui sont très bien pour calmer les crises, ça, il n'y a pas de problème, mais qui ne vont pas permettre aux patients standardisés, aux patients, qui ne vont pas permettre aux patients de se détacher complètement de toutes ces béquilles qu'on lui offre.